Madame, Messieurs, bonjour. Vous regardez la grande édition d'information sur A12 Télévision. Bienvenue à la rétrospective. En politique, cette semaine a été marquée par le sommet historique de Singapour, au cours duquel Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés à un accord pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne. Visiblement, les deux protagonistes sont résolus à tourner la page du passé. Les détails. Les deux chefs d'État se sont engagés à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, tout en garantissant la sécurité de la Corée du Nord. Après 5 heures de discussion, d'abord en tête-à-tête, puis en compagnie d'une partie de leur délégation, le président des États-Unis Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé ce mardi un document commun devant les caméras du monde entier. Les deux hommes se sont ensuite exprimés pour détailler les résultats de ce sommet inédit organisé à Singapour, alors que les nouvelles discussions devraient avoir lieu dès la semaine prochaine entre Washington et Pyongyang. Nous allons mettre fin aux exercices militaires, ce qui nous fera économiser énormément d'argent, à moins que nous voyions que les négociations à venir ne se passent pas comme il le faut. Lors d'une discussion de plus d'une heure avec les journalistes peu après le départ de Kim Jong-un pour Pyongyang, le président américain n'a pas été en mesure de préciser sur un calendrier le démantèlement des installations nucléaires en Corée du Nord. Les discussions pour sa mise en œuvre doivent commencer dès la semaine prochaine, sous la houlette du chef de la diplomatie des États-Unis, Mike Pompeo. En outre, le document signé entre les deux protagonistes ne mentionne pas les sanctions ni la conclusion finale d'un traité de paix, alors que les deux Corées sont toujours techniquement en état de guerre depuis leur trêve signée en 1953. Pour ce qui est des sanctions, Donald Trump affirme qu'il y mettra fin lorsque la menace nucléaire sera complètement abandonnée. Et pendant que les regards étaient tournés vers Singapour, Russes, Allemands, Français et Ukrainiens se sont réunis à Berlin pour tenter de ressusciter le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. Cette rencontre se tient au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats. Les détails avec Jedi Daniali. Au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats, Russes, Français, Allemands et Ukrainiens se sont réunis pour tenter de ressusciter le processus de paix. C'était hier lundi, lors d'une réunion à Berlin. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays, Sergueï Lavrov, Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian et Pavlo Kyriakides, se sont retrouvés pour discuter du très fragile cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk de février 2015. Le chef de la diplomatie allemande a rappelé en début de soirée les objectifs restés jusqu'ici lettre morte, à savoir un cessez-le-feu digne de ce nom, le retrait des armes lourdes et le déminage d'importantes zones de conflit. Toutes les parties se sont engagées à un cessez-le-feu durable. Il s'agit notamment du retrait des armes lourdes, du désengagement des troupes dans les 3 zones pilotes et dans le déminage de la région. Il s'agit également de la protection et de l'accès sans entrave de la mission d'observation de l'OSCE. Au cours de cette rencontre, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Poroshenko ont eu une conversation téléphonique pour évoquer notamment un échange de prisonniers. Vladimir Poutine a mis en garde son homologue ukrainien contre toute provocation visant les séparatistes pro-russes du Donbass durant le mondial de football qui s'ouvre ce 14 juin en Russie. Paris et Berlin, quant à eux, ont réaffirmé que la levée des sanctions dépend de l'application des accords de Minsk. Au terme de ces travaux, Vladimir Poutine a assuré vouloir une Union européenne unie et prospère et a démenti toute volonté de division. Autre chose à présent au Yémen, les violents combats à Hodeïda inquiètent l'ONU pour les civils. Les forces pro-gouvernementales soutenues par les Émiratis et les Saoudiens ont récemment lancé une offensive sur le port stratégique de Hodeïda sous l'emprise des rebelles, et ce malgré les appels à la retenue et les craintes pour les populations. Suivons. De violents combats ont fait 39 morts parmi les rebelles Houthis et les forces pro-gouvernementales. Notre tension, c'est celle qui profite actuellement. Les forces fidèles au président yéménite en exil ont lancé l'assaut sur Hodeïda, le principal port du Yémen, aux mains des miliciens Houthis. Ce port, situé sur la mer Rouge, constitue un enjeu stratégique d'une guerre qui dure depuis 3 ans.
L'ONU a mis en garde contre cette offensive qui pourrait interrompre l'approvisionnement de millions de personnes dans le pays, dont une partie est au bord de la famine. Par conséquent, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé que le port de la ville par où transitent l'essentiel des marchandises importées reste ouvert pour éviter que ne s'aggrave une crise humanitaire déjà considérée comme la pire au monde. Mais la bataille se poursuit. Les forces loyalistes appuyées par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se préparent aujourd'hui à donner l'assaut contre l'aéroport de cette ville, contrôlée par la rébellion Houthi. Le chef des rebelles lance quant à lui un appel à la mobilisation. Au milieu de ce chaos, les civils de Hodeïda sont contraints au confinement. Une autre tension, c'est celle qui prévaut actuellement au Mexique où les élections ont lieu le 1er juillet de l'année en cours. Dans un débat télévisé, les 4 candidats se sont mutuellement accusés de corruption. Les détails. 88 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 1er juillet prochain pour élire leur président, mais également 500 députés, 128 sénateurs, 8 gouverneurs et près de 2800 mandats locaux, dont celui de maire de Mexico. Le scrutin pourrait marquer la fin d'un régime, celui du Parti révolutionnaire institutionnel, qui a gouverné le pays durant 71 ans jusqu'en 2000. C'est donc une élection qui se veut être historique pour les Mexicains. Le coup d'envoi de la présidentielle a été lancé le 30 mars dernier. Et lors du dernier débat télévisé, ce mardi, les 4 candidats se sont mutuellement accusés de corruption. À cette accusation, le candidat de gauche, Andrés Manuel López, s'est farouchement défendu. Ce n'est pas ma faute si vous êtes à égalité en bas et que vous pensez remonter de 30 points au débat. Je comprends que vous soyez désespérés, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Andrés Manuel López Obrador passe pour être le favori contre la mafia au pouvoir. Adulé par ses partisans et taxé de populisme par ses détracteurs, le tribun a lissé son image d'opposant radical. Face à lui, Ricardo Anaya, le plus jeune candidat à la présidentielle, ni droite ni gauche. José Antonio, le champion de l'ancien parti hégémonique, et Margarita Zavala, l'indépendante et épouse de l'ancien président Calderón. Et à Madagascar, le président de la République a annoncé que le nouveau Premier ministre a formé son gouvernement qui devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année. La formation de ce gouvernement répond également à la décision numéro 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 de la Haute Cour constitutionnelle, puisqu'il est issu d'un dialogue politique entre différents acteurs politiques de la crise à laquelle nous mettons fin ce jour. Ce gouvernement aura la lourde responsabilité de mener Madagascar vers des élections présidentielles transparentes, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. Les aspirants aux élections présidentielles et parlementaires au Zimbabwe sont désormais connus. Cette semaine, ils se sont formellement enregistrés auprès de la commission électorale et parmi les candidatures retenues, celle du chef de l'État en exercice Emmerson Mnangagwa et son rival de l'opposition Nelson Chamisa. Voilà, leurs candidatures, il faut le signaler, ne sont pas passées inaperçues. Les détails. Ils sont 23 candidats à l'élection présidentielle au Zimbabwe. Dans l'ensemble du territoire, les prétendants au scrutin présidentiel, législatifs et municipaux, les premiers depuis la démission de Robert Mugabe en novembre dernier, étaient appelés jeudi à déposer leur dossier auprès des tribunaux. Les 23 candidatures, dont celles des principales personnalités politiques du pays, ont été acceptées par la commission électorale zimbabwéenne. Par ailleurs, le chef de l'État en exercice, lui-même candidat à cette élection, a promis des élections libres, honnêtes et transparentes, mais l'opposition reste très méfiante. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection et je voudrais que vous ne sous-estimiez pas ma détermination et ma capacité de voir à travers cette position. L'opposition émet quelques réserves, notamment quant à la couverture médiatique et au bon déroulement du scrutin. La question du bulletin de vote reste tout aussi cruciale. Nous ne nous sommes pas éloignés de notre demande concernant la question du bulletin de vote. Nous voulons savoir qui imprime le bulletin de vote, où il est imprimé et quand il a été imprimé. Nous voulons le voir physiquement. Pour être dûment enregistrés pour la course à la présidentielle au Zimbabwe, les candidats doivent débourser 1 000 $ et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays.
Un autre candidat à la présidentielle, c'est Donald Duke, qui se lance dans la course de février 2019 au Nigeria. L'ancien gouverneur de l'État de Cross River, après une décennie loin de la scène politique, se présente pour le moment sans son parti politique. Les détails. Selon Donald Duke, ils sont nombreux à lui reprocher le fait d'avoir mis du temps avant de se déclarer officiellement. À 57 ans, Donald Duke est pour l'instant le plus jeune des candidats déclarés à la présidentielle au Nigeria. À cet âge, il n'est plus très jeune dans un pays où la moyenne d'âge est de 21 à 22 ans. Pour l'instant, l'ex-gouverneur ne se présente pas sous la bannière de son parti qui est le Parti populaire démocratique, en abrégé PDP, sans exclure toutefois l'idée de pouvoir le représenter lors du scrutin. Pour faciliter sa candidature, il laisse entendre qu'il pourrait rallier la coalition pour le Nigeria, un mouvement lancé par l'ancien président Olusegun Obasanjo afin de rassembler des membres qui désirent voir un Nigeria nouveau, vert et transparent par un homme du Sud. C'était Karel Dablé au récit. En bref et en image, 2 jours après l'annonce de libération de Jean-Pierre Bemba, la Belgique a répondu favorablement à la demande de la Cour pénale internationale d'accueillir l'ancien vice-président congolais et s'apprête à le recevoir dans les prochains jours. Reste à savoir quand ce transfert aura lieu, mais pour ses proches et les membres de son parti, ce sera le plus tôt possible. Parlons d'économie à présent dans ce journal. Au Cameroun, une vaste opération d'enlèvement d'engins flottants a débuté cette semaine dans le plus grand port d'Afrique centrale à Douala. Dedi Daniali nous en dit un peu plus. Le plus grand port d'Afrique centrale, le port de Douala, a lancé la semaine dernière une opération d'enlèvement d'épaves de vieux bateaux qui entravent son attraction et sa compétitivité vis-à-vis d'autres ports. 80 épaves de bateaux, dont 25 présentés comme les plus dangereux, vont être enlevés en premier temps. Le port, le fleuve Ouri regorge une centaine d'épaves et nous avons décidé de commencer par les plus dangereuses. Les 25 premières épaves qui entravent l'exploitation du port sont celles qui constituent cette phase du projet. Les travaux d'enlèvement des premiers épaves dureront 8 mois. Le coût de cette opération concédé à l'entreprise italienne Bonifacio de 4,7 milliards de francs CFA, soit environ 7 millions d'euros. Le port de Douala étant le principal débouché pour les pays d'Afrique centrale enclavés comme le Tchad et la Centrafrique, se caractérise par la vétusté de ses infrastructures, l'engorgement, la corruption et les tracasseries administratives. Douala couvre plus de 95% du trafic portuaire du Cameroun. Le port, le fleuve Yuri, regorge d'une certaine épave et nous avons décidé de commencer par les plus dangereuses. Les 25 premières épaves qui entravent l'exploitation du port sont celles qui constituent cette phase du projet. Merci Mamad. Et au Bénin, le Parlement a voté mardi dernier une loi interdisant le commerce des produits pétroliers dans les circuits non officiels, comme le fait l'immense majorité de la population de ce pays d'Afrique de l'Ouest, voisin du Nigeria, producteur de brut. Karel Dabli. Le Bénin est réputé pour commercialiser aux abords des voies publiques des produits pétroliers importés en contrebande du Nigeria. La rareté des stations-service contraint la majorité de la population à se tourner vers cette essence de rue, souvent bon marché, servie dans des bouteilles et des bidons. Le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de deux, aux abords des rues dans les agglomérations et tout endroit autre que dans les dépôts et installations, sont rigoureusement prohibés. Les vendeurs d'essence ont accueilli cette nouvelle loi avec consternation. Ce n'est pas que nous sommes contents de ce que nous faisons, c'est parce que nous n'avons pas d'autres choses à faire et on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller prendre des fusils, commencer par arracher des voitures et autres. Donc c'est pour cela que malgré ça, malgré les risques, nous sommes en train de faire ça. Il n'y a pas encore assez de stations, ça reste encore beaucoup à faire à ce côté. Ce n'est pas fait de violence, on n'a qu'à aller calmement et gérer avec l'expérience. J'ai appris cela, je ne veux plus dormir. La question là, ce que ça me fait là, c'est beaucoup. C'est ça que je fais pour nourrir mes parents, mes enfants au village. L'essence de rue est à l'origine d'incidents meurtriers. Pour rappel,
dans la nuit du 3 au 4 octobre 2017, l'explosion d'une cargaison d'essence de contrebande appartenant au magnate de ce commerce, Joseph Midogio, avait ainsi causé la mort d'une fillette de 8 ans et réduit en cendres plusieurs habitations. Condamné à une amende de 2 millions de francs CFA, l'intéressé a été libéré le 25 mai 2018. Toujours en rapport avec le pétrole brut, le président kenyan Uhuru Kenyatta a récemment officiellement lancé un programme pilote en vue de l'exportation de pétrole brut extrait dans le nord-ouest du pays, qu'arrête Dablé une fois de plus. Le gouvernement kényan va se consacrer au développement du secteur gazier et pétrolifère au profit de l'économie et du peuple. L'annonce a été faite par le président Uhuru Kenyatta, qui a officiellement lancé un programme pilote en vue de l'exportation du pétrole brut. Ce programme prévoit l'acheminement par camion de quelques 2000 barils par jour depuis les puits de pétrole situés près de Lokishar, dans le comté du Turkana, vers le port de Mombasa à plus de 1000 km de là. Le pétrole et le gaz, avec l'appui de tous et une loi habilitante, sera l'une des 3 principales sources de revenus supérieures à 1,2 milliard de dollars. Le programme pilote est prévu pour durer 2 ans, le temps notamment de comprendre comment les réservoirs naturels réagissent à une exploitation plus importante. La période d'essai initiale sert à s'assurer que nous exportons le produit, que nous le vendons sur le marché mondial, que nous en testons la qualité, afin de nous assurer qu'il peut être mis en concurrence avec d'autres produits provenant d'autres parties du monde. Et puis, quand on évoluera vers une commercialisation complète, peut-être qu'à l'avenir, nous reviendrons peut-être à réutiliser l'usine. Mais avant cela, il faut moderniser les installations ici. Nous avons besoin d'une technologie moderne pour qu'elle puisse traiter le produit. La production de brut kenyan n'atteindra son rythme de croisière qu'après la construction, au plus tôt en 2021, d'un oléoduc de près de 900 km qui devra relier un port en construction à Lamu Est et permettra de transporter environ 100 000 barils par jour jusqu'à l'océan Indien. Et si cette semaine, comme depuis quelques mois en Afrique, le secteur pétrolier traverse une crise sans précédent, en Occident, après l'acier et l'aluminium, Donald Trump menace de taxer les importations automobiles, toute chose que le chef de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, dénonce. Il a appelé lundi dernier à une fin de l'escalade, alors que Américains d'une part et Européens notamment d'autre part se menacent de mesures douanières punitives. Brice Guigri. À l'issue d'une réunion à Berlin avec la chancelière allemande Angela Merkel, Roberto Azevedo, chef de l'OMC, a estimé que la crise latente entre les Américains et les Européens va entraîner de graves conséquences sur des nouveaux secteurs, ce qui fera mal à tout le monde. Selon lui, ce processus d'œil pour œil n'est pas utile. Je pense que les tensions commerciales croissantes soulèvent le risque d'un impact économique majeur qui minera la plus longue période de croissance depuis la crise financière de 2008. Rappelons que l'Union européenne et le Canada s'apprêtent à imposer le 1er juillet prochain des mesures de rétorsion douanière sur des produits après la décision de Donald Trump d'imposer des taxes douanières accrues sur les importations d'acier et d'aluminium. En outre, le président américain a de nouveau menacé de surtaxer les importations aux États-Unis d'automobiles européens, lesquels représentent un secteur stratégique pour l'Allemagne. Par ailleurs, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international FMI, estime que l'avenir s'assombrit à un rythme très accéléré. Les nuages à l'horizon que nous avons signalés il y a environ 6 mois s'assombrissent jour après jour, et j'allais dire week-end après week-end. Notons qu'à l'issue du sommet du G7, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait dénoncé une nouvelle fois les mesures américaines. Parlons société à présent. En France, l'Assemblée nationale adopte en dernière lecture par une très large majorité de 452 voix contre 80 le projet de réforme ferroviaire qui est au centre de la grève la plus longue des 30 dernières années de la SNCF. Malgré le vote de cette loi, plusieurs syndicats appellent à maintenir la pression objective pesée sur les négociations de la convention collective. Cependant, le mouvement syndical avance en rang dispersé et l'unité intersyndicale est sérieusement menacée.
Un autre mouvement cette semaine en Argentine, les députés ont dit oui à la légalisation de l'avortement. C'était après plusieurs semaines de manifestations au cours desquelles des milliers de personnes se sont rassemblées près du Congrès à Buenos Aires. Djedji Daniali nous fait revivre cet événement. La session a débuté hier mercredi aux environs de 14 h dans une ambiance tendue, tant le débat est passionné. Ce même jour, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées à Buenos Aires pour défendre leur opinion concernant le projet de loi légalisant l'avortement. Je suis venue pour accompagner mes petites filles et pour la décriminalisation de l'avortement, car nous sommes tous maîtres de notre propre corps, donc décidons de ce que nous voulons. La vice-présidente argentine Gabriela Machetti affirme être en faveur de la vie, car ce serait plus progressiste et respectueux. À ce même sujet, le pape François dit ne pas vouloir se mêler des affaires d'État, mais il fait une entorse à ses principes. Il appelle les fidèles catholiques argentins à se mobiliser contre ce projet de loi. Je voudrais dire aux législateurs de ne pas oublier qu'il y a le ciel et aussi l'enfer, et ce sont nos actions qui décident où on va. C'est tout ce que nous faisons dans notre vie qui définit notre éternité. Pendant que les partisans de la légalisation de l'avortement espèrent un jour historique, les opposants, quant à eux, prient avec le soutien de l'Église. Soulignons que les députés ont dit oui cette semaine à la légalisation de l'avortement en Argentine. Un autre sujet qui a fait les choux gras de la presse, c'est l'Aquarius. Le ton s'est durci entre la France et l'Italie sur cette question. Les relations entre la France et l'Italie sont donc au plus bas après les déclarations du président français jugées inadmissibles à Rome et pour lesquelles l'Italie a réclamé des excuses. Dans une tribune, des juristes ont considéré que les pays européens n'ont pas pris leurs responsabilités face à l'arrivée de nombreux migrants. Cependant, soulignons que malgré les tensions sur la question migratoire, l'Italien Conte a honoré au rendez-vous de Macron à Paris. Et hier, vendredi, Giuseppe Conte a été reçu en France par le président Macron. En environnement, l'Antarctique fond 3 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Une étude tire la sonnette d'alarme. Si ce rythme continue, la hausse du niveau des océans pourrait menacer des centaines de millions de personnes dans les zones côtières. Reportage. Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son œuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes. Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence. Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Fournissent des nutriments au reste de l'écosystème et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé. L'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ces serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'1 ou 2 degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. À ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc.
Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'y intéresser. 9 mois en arrière, en Floride, l'ouragan Irma détruisait près de 3000 maisons sur son passage. L'archipel des Keys est aujourd'hui victime des conséquences du réchauffement climatique. Les habitants sont à la recherche de voies et moyens pour faire face à ces intempéries. Reportage. Il y a 9 mois, l'ouragan Irma balayait l'archipel des Keys en Floride. Dans ce quartier, près de 3000 maisons ont été sérieusement endommagées. Depuis, seules quelques familles ont pu reconstruire. Mon épouse venait d'hériter d'une maison, un mobil-home qui appartenait à sa mère, ici, et il a été complètement détruit. Notre voisin est parti, il ne reste plus que 3 maisons habitables sur ce pâté de maisons. Toutes les autres ont été complètement détruites. Bâtir une nouvelle maison s'avère souvent trop cher pour les habitants. Leur besoin, des projets d'habitation pas chers, capables de résister aux ouragans. Les gens n'ont pas les moyens d'habiter ici et c'est toute l'économie qui est en jeu. Les serveurs dans les restaurants, les managers, l'ensemble de l'économie du tourisme qui fait vivre la population locale. Les côtes surpeuplées de Floride sont parmi les plus vulnérables du pays. Montée des eaux, inondations et ondes de tempête, autant de menaces grandissantes pour les millions de maisons construites sur le littoral. On prévoit une accélération de la fréquence et de l'intensité des tempêtes violentes à cause du changement climatique. Les prévisions pour cette saison-ci sont déjà de 10 à 16 tempêtes ou ouragans et probablement 1 à 4 tempêtes violentes. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, la pression monte. On est encore plus vulnérable maintenant parce qu'il y a des gens qui habitent toujours dans les camping-cars ou des caravanes en attendant que leur maison soit réparée. Il y a encore des toits endommagés par Irma. On prend tout ça très au sérieux maintenant qu'on entre dans la saison des ouragans de 2018 et on compte réagir beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle que d'habitude. Il y a un an, Donald Trump a annoncé son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Pour les habitants de Floride, cette décision ne fait que renforcer l'incertitude quant à l'avenir de la vie sur la côte. Et pendant ce temps, une inhabituelle pollution estivale prend la gorge de New Delhi. La capitale indienne est transformée en chaudron par la chaleur brûlante depuis jeudi dernier. Mamad Jedri. New Delhi, déjà transformée en chaudron par la chaleur brûlante de juin. La capitale indienne toussait jeudi dans un brouillard de poussière inhabituel pour cette saison. Je ne peux respirer correctement à cause de la pollution. La poussière entre dans mes yeux et je ressens comme une brûlure. La mégapole d'une vingtaine de millions d'habitants depuis plusieurs jours a enregistré une qualité d'air désagréable et dangereuse pour la santé. C'est une épaisse brune à l'odeur âcre rappelant les hivers de pollution extrême. Donc, j'ai appris que la pollution augmente de plus en plus chaque jour. Je pense que ça augmente rapidement ces 2 derniers jours. Il n'y a pas de mesures de ce type prises pour ça. Je ne sais pas quelles sont les préoccupations du gouvernement à ce sujet, mais je pense que des mesures de précaution doivent être prises. La capitale du New Delhi vit un phénomène inhabituel qui arrive une fois par décennie, a déclaré le vice-président de la météorologie et de changement climatique, Asrimi Water. Les nombreux chantiers à ciel ouvert de la capitale dont les courants d'air viennent soulever la poussière contribuent à aggraver la solution, avertissent les experts. Et d'après les médecins, si tous les résidents de Delhi sont affectés, les enfants, le 3e âge et les personnes avec des problèmes de respiration sont les plus vulnérables à cet épisode de pollution. Un an après l'incendie de la tour Greenfield qui a coûté la vie à 71 personnes et traumatisé des milliers d'autres, le Royaume-Uni a entamé mercredi dernier 24 heures de commémoration. Soulignons qu'une enquête publique est en cours pour déterminer si l'incendie aurait pu être évité. Reportage. Quand Vasiliki sort de chez elle, c'est la première chose qu'elle voit. La tour de Grenfell. Il y a un an, cette tour s'est transformée en un gigantesque brasier. 71 personnes, dont une femme enceinte, sont décédées. À l'approche du premier anniversaire de l'incendie, la tour est devenue une scène de crime, enveloppée dans du plastique. Depuis cette nuit-là, Vasiliki souffre de problèmes respiratoires. Un an après, elle estime que trop peu a été fait pour les victimes. Je suis très déçue par les réponses qui nous ont été apportées.
C'est très triste d'apprendre que ceux qui ont été suffisamment courageux cette nuit pour sortir et s'échapper souffrent aujourd'hui de dépression. Certains sont même suicidaires. Devant l'absence de réponse officielle, les résidents s'organisent dans ce centre pour mettre en relation les victimes avec différents services. Ici, ils peuvent rencontrer des représentants du système de santé et des associations de relogement. Kerry vivait au 6e étage de la tour. Comme beaucoup de survivants, elle en veut aux pompiers d'avoir conseillé aux habitants de rester dans leurs appartements plutôt que de s'échapper. Je suis contente de ne pas avoir suivi leurs conseils. Je préfère ne pas penser à ce qu'il serait arrivé si j'étais restée à l'intérieur. Je pense que si plus de gens avaient tenté de s'échapper, il y aurait plus de survivants. Une enquête sur l'incendie est en cours, mais le revêtement qui a facilité la propagation du feu n'a toujours pas été interdit et les associations ne cachent pas leur déception. Je pense que trop peu a été fait. C'est la première fois qu'autant de Britanniques perdent la vie depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne comprends pas pourquoi le pays ne s'est pas révolté, pourquoi nous ne disons pas au gouvernement que les choses doivent changer. Le gouvernement n'a toujours pas banni les revêtements inflammables. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé une aide financière aux conseils locaux pour retirer les revêtements inflammables de leurs immeubles. Santé à présent dans cette édition. Depuis que le virus Ebola s'est déclaré à Mbandaka, ville de la RDC située à 350 km de Bangui, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, met en place d'importants moyens de prévention pour éviter que le virus Ebola ne rentre en Centrafrique. Karel Dablé. Après le passage du virus Ebola à Mbandaka, ville de RDC située à 350 km de Bangui, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis en place d'importants moyens de prévention à Bangui pour éviter qu'Ebola ne rentre en Centrafrique. Firmin, cet employé du ministère de la Santé, prend la température de tous ceux qui arrivent de la République démocratique du Congo. Nous sommes de la surveillance épidémiologique, nous sommes des agents qui surveillent les gens qui passent de l'autre côté, qui viennent de l'autre côté du Zaïre, RDC, qui arrivent. Quand ils arrivent dans la pirogue, on les interpelle. Quand la température est élevée, nous appelons directement le niveau central, c'est-à-dire le CTE. Donc ils vont envoyer l'ambulance pour venir chercher le cas suspect. La zone la plus à risque n'est cependant pas aux abords de Bangui, mais en brousse, plus en aval de l'Oubangui. La consommation et la circulation non contrôlée de viande de brousse, entre autres singes, civettes, brebis, chauves-souris, rats, est un grand sujet d'inquiétude pour l'OMS. Au marché central, en plein cœur de la ville, cette viande se tranche à grands coups de machette et les pas de singe ou les côtelettes de rats de brousse se négocient avec acharnement. Pour les vendeurs, le virus est bien loin. Non, il n'y a pas d'Ebola ici. S'il y a d'Ebola, nous ne vivons pas. Donc, il n'y a pas d'Ebola. Cependant, pour le représentant de l'OMS en Centrafrique, les animaux sauvages sont considérés comme étant le réservoir naturel du virus. Presque exclusivité de tous les cas où le virus est passé des animaux à l'homme, c'était à travers des chasseurs ou des gens qui consommaient de la viande de brousse. Pour prévenir la contagion par ce truchement, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place une vaste campagne de communication passant par les médias locaux et les radios associatives. Pour mémoire, l'épidémie de la fièvre Ebola a déjà tué 27 personnes en RDC depuis un mois. Un seul cas suspect a été identifié dans l'est de la Centrafrique, mais les analyses se sont révélées négatives au virus Ebola. La lutte contre le virus Ebola suscite quand même de l'espoir. Il y en a qui ont pu en guérir. C'est le cas de Lucien Ambunga, curé de la paroisse Saint-Joseph d'Itiopo, qui est devenu un héros dans son village situé au nord-ouest du pays. Il a été guéri du virus Ebola. Un récit de Edapi. Le père Lucien Ambunga est un héros. Il fait partie des quelques rares personnes ayant contracté le virus Ebola et en être guéri. Une occasion pour les fidèles de sa paroisse de glorifier le Seigneur. Ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu, ils ont prié avec moi. Et moi, j'ai manqué même aussi les paroles pour leur dire, les larmes coulaient. Dans sa riposte contre le virus Ebola,
le père Lucien Ambourga a décidé d'apporter son soutien à la communauté, aux organismes internationaux et à l'État congolais. Par ailleurs, il a promis de travailler ardemment pour aider d'autres personnes à ne pas contracter le virus Ebola et à sauver des vies. Facilitons-nous la vie, la tâche aussi, pour qu'on puisse arrêter avec ce virus. Sinon, ça va tuer, ça va exterminer toute une génération dans notre village, dans ma paroisse, et que le Seigneur nous aide aussi à faire ce travail. Je ne veux plus la mort de ce virus dans notre paroisse. 5 nouveaux cas suspects ont été enregistrés dans le nord-ouest de la RDC et 2 nouveaux à Biroko. À Ouantaga, dans la province de l'Équateur, 2 nouveaux cas ont été enregistrés et aucun décès n'a été rapporté. Le ministère congolais de la Santé comptabilise 25 décès sur 55 enregistrés, dont 12 décès pour 37 cas confirmés. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les autorités ont lancé une vaccination ciblée, où 806 personnes ont été vaccinées. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. À présent, parlons de la technologie au service de la santé, mieux de l'habileté des mains et découvrons ensemble BALT, ce fabricant de microcathéters pour la neuroradiologie interventionnelle basé dans le Val d'Oise en France. Karel Dablé. Concentration maximale dans l'atelier. Pas un bruit, hormis le sifflement du bac de nettoyage par ultrason des pinces et ciseaux. Chez BALT, fabricant français d'outils de neuroradiologie interventionnelle, la précision et l'habileté manuelle exigées rappellent la haute couture. Nicolas Plowecki, président et directeur général de BALT, s'exprime à propos des différents domaines d'activité de la société. Il faut savoir qu'il y a 3 domaines d'activité pour BALT, en résumé. Donc, le traitement des anévrismes, le traitement des malformations artério-veineuses, et le traitement des artères occluses, donc l'AVC ischémique. Une 60aine d'étapes peuvent être nécessaires pour fabriquer de bout en bout un cathéter, qui contient des matériaux aussi divers que des plastiques, du silicone, des métaux précieux, de l'acier inox ou encore du nitinol. Ce taillage à ultra-élastique de nickel et titane sert notamment à fabriquer un mini-filet de dentelle métallique s'éjectant d'un cathéter pour attraper et extraire un caillot bouchant la circulation sanguine dans le cerveau. Des microbacs d'or ou de plastine sont aussi sertis à la main sur les cathéters pour leur permettre d'être visibles aux rayons X une fois qu'ils sont introduits chez le patient par voie endovasculaire, à partir de son artère fémorale jusqu'au cerveau. Grosso modo, pour déboucher une artère qui est bouchée par un caillot, on a plusieurs systèmes qui vont d'une sorte de tire-bouchon qui enlève le bouchon à un aspirateur qui va l'aspirer. C'est un emploi valorisant pour beaucoup d'employés de l'entreprise qui possèdent d'ailleurs une précédente expérience professionnelle dans le textile, la bijouterie ou encore la maroquinerie. Les AVC sont l'une des premières causes de handicap acquis et ont causé 6,7 millions de décès selon l'OMS. Comme les maladies cardiovasculaires, ils sont souvent dus à des conditions de vie dégradées. L'exposition du traitement AVC par voie endovasculaire se répercute sur le chiffre d'affaires de BALT qui a doublé en l'espace de 2 ans à 80 millions d'euros en 2007. L'objectif de Nicolas Plowecki est de tripler cette activité d'ici 5 ans. Et pour qu'un corps n'attende pas longtemps pour être réparé, l'ONG Handicap International a mis en lumière au Togo un projet pilote de prothèses imprimées en 3D afin de faciliter l'accessibilité d'appareils orthopédiques dans le monde. Mamad Djidri. L'idée est de permettre à plusieurs personnes d'avoir accès aux soins et à la réadaptation des zones difficiles d'accès pour les spécialistes de la réadaptation ou pour des personnes en situation de handicap qui ont du mal à accéder au centre afin de pouvoir se faire soigner. Pour les enfants, on va faire des orthèses posturales qui vont porter en dormant et qui ils ne sont pas censés bouger avec. Pour les adultes, on va faire des orthèses dynamiques, donc qui vont leur permettre de marcher. C'est souvent des personnes, par exemple, qui ont une séquelle de polio et qui n'ont plus une jambe fonctionnelle. Ça va leur permettre d'accompagner leurs membres pour pouvoir se déplacer de nouveau.
C'est à ce type de problème que la prothèse 3D va répondre. Les recherches préliminaires faites au Togo, à Madagascar et au Mali sur l'efficacité de cette prothèse permettent d'annoncer des résultats satisfaisants et la poursuite de cette recherche innovante. Culture et religion à présent, cette semaine a également été marquée par la célébration de la fête de fin de Ramadan. En Syrie, c'était une fin de Ramadan paisible pour certains, la calmie est révélatrice d'un timide rapprochement entre le régime et les forces kurdes après des années de heurts sporadiques. Mamad Jedri. En Syrie, pour la première fois depuis des années, le souk de Hasakeh reste ouvert tard. Pendant tout le mois du Ramadan, un climat de détente inédit dans une ville syrienne divisée. Par le passé, on n'avait rien de semblable, pas de marché de nuit. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est la prospérité. Le marché est ouvert même la nuit, jusqu'au temps du sour. Ce calme inédit ulisse les efforts de médiation entre la communauté kurde et le régime syrien. Par le passé, Damas a toujours critiqué avec virulence l'autonomie de facto arrachée par la minorité à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Ramadan oblige, les rues sont illuminées de lampions colérés, tandis que les taxis jaunes avancent par choc contre par choc, se frayant difficilement un chemin au milieu de la foule. Et l'artiste Johnny Hallyday aurait eu 75 ans ce vendredi. Pour marquer cet anniversaire, ses fans ont communié un peu partout en France, notamment à Paris, où une messe a été dite à l'église de la Madeleine, là même où ses obsèques avaient eu lieu le 9 décembre dernier. D'autres cérémonies d'hommage se sont également déroulées un peu partout en France. Et la célèbre accordéoniste française Yvette Horner est décédée mardi dernier à l'âge de 95 ans à Courbevoie, près de Paris. Grande figure des bals, musettes et populaire, Yvette Horner avait aussi participé à 11 reprises au Tour de France cycliste. Elle a décroché un premier prix de piano au Conservatoire de Toulouse. À seulement 11 ans, sa carrière a débuté en 1947 et elle a donné son dernier concert en 2011. L'accordéoniste aurait eu 96 ans le 22 septembre prochain. Et parlons à présent de ce personnage étrange. Au Japon, un moine, pas comme les autres, se partage ou bien surfe aisément entre le bouddhisme et les platines. Je vous laisse découvrir avec Karel Dabli. Japon, un moine disc jockey. Dans un temple niché dans une vallée au Japon, Akinobu Tatsumi mène une double vie peu commune de moine bouddhiste. Avec ses cheveux longs attachés, il n'a pas non plus le physique habituel des moines. Occasionnellement, il initie ses ouailles du 3e âge à l'art du disque jockey. À 38 ans, cet autodidacte du mixage et du scratching, adepte du hip-hop depuis l'adolescence, enregistre sa propre musique d'ambiance pendant que sommeille son lieu de culte, situé au fin fond de l'île de Kyushu, dans le sud-ouest de l'archipel. Après avoir longtemps dissimulé son hobby nocturne, Akinobu Tatsumi s'ouvre désormais auprès de ses visiteurs à qui il fait découvrir sa passion du maniement des disques vinyles. Au début, j'ai caché le fait que j'étais un moine bouddhiste quand je jouais dans les bars et les clubs, sans dire aux gens au temple que j'étais DJ. Beaucoup de grands-mères et de grands-pères du quartier viennent au temple pour prier. D'habitude, ils écoutent ce qu'un moine prêche par la suite, mais à une occasion, j'ai joué de la musique. Ils avaient l'air abasourdis. Le moine funky, toute la région l'appelle ainsi, mais son amour pour la musique, en particulier l'électronique, est plus fort que tout. Je veux que la musique rende la visite d'un temple d'une partie plus familière de la vie des gens. Qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils suivent d'autres religions, je veux qu'ils sachent que la religion est quelque chose qui peut les aider, eux et leurs familles, lorsqu'ils doivent affronter un problème. Atteint d'une sclérose en plaques diagnostiquée il y a 4 ans, il continue de poursuivre sa passion. Pour cet ancien skateboarder, sa maladie l'a rapproché de ses ouailles et aujourd'hui, il se sent proche des personnes âgées et des gens atteints de maladies ou victimes d'accidents.
C'est très intéressant de vivre de sa passion. Une autre passion, ça y est, la grande messe du football a débuté cette semaine à Moscou et le match d'ouverture a opposé l'Arabie Saoudite à la Russie. Cependant, des milliers de supporters de tout horizon affluent dans le centre-ville de la capitale. Si la plupart des amoureux du ballon rond ont choisi de suivre les matchs derrière leur poste de télévision, d'autres se sont rendus sur place pour encourager leur équipe en moto, en voiture, en caravane ou même à pied. Ces aventuriers sont prêts à tout pour lever haut leur drapeau dans les gradins. Il faut quand même dire que pour la deuxième journée, le Portugal et l'Espagne ont fait un match nul, 3 buts partout. L'Égypte s'est inclinée face à l'Uruguay, mais également le Maroc aussi s'est incliné face à l'Iran, 1 but à 0. Pour l'Égypte et le Maroc, c'est donc une sortie difficile pour les pays africains. Et avant son entrée en lice le 19 juin prochain contre la Pologne, l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement cette semaine. Cette année, le Sénégal est coaché par un homme moins médiatique et les forts de caractère de 2002 ont laissé la place à des personnalités plus lisses, mais le talent est toujours au rendez-vous avec le Japon, la Colombie et la Pologne comme adversaires. Le Sénégal est tombé dans un des groupes que l'on dit abordable. Et pendant que le mondial se déroule en Russie, au Ghana, le journaliste d'investigation Anas Araewo fait tomber la tête du patron du football ghanéen suite à la diffusion du documentaire Number 12. Il démontre avec images à l'appui que le président de la Fédération de football est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés, mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. Siaka connaît pour les détails. Number 12, c'est le titre du documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu footballistique ghanéen, voire en Afrique de l'Ouest. Projeté pendant 3 jours à Accra, Number 12, réalisé par le journaliste d'investigation Anna Aremayaou, dit Anas, a mis à nu la faiblesse des arbitres ghanéens. En effet, dans un scénario bien peaufiné et des démarches bien menées, Anas réussit à piéger des dizaines d'arbitres du championnat ghanéen et aussi des grands championnats du continent. L'équipe d'Anas va plus loin. Il s'attaque au championnat d'Afrique de l'Ouest où il réussit à piéger des arbitres ivoiriens, gambiens et kényans. Selon le documentaire, la passation des marchés ne se fait sans des dessous des tables. Une fois de plus, le président de la Fédération ghanéenne de football est dans le collimateur. Invité pour un contrat dans un pays du Moyen-Orient, il cède à nouveau à la proposition de sponsoring du championnat de football ghanéen en contrepartie d'un dessous des tables. Trempé jusqu'au cou dans de nombreuses affaires de corruption révélées par le journaliste d'investigation, le président de la Fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantaki, met tout à table. Se confondant en excuses auprès du président de la République ghanéenne, Nana Akufo-Addo, il rend le tablier puis fait ses valises. Au niveau du grand public, la déception est grande. Même les arbitres sont toujours corrompus. Ils arrangent les matchs et nous sommes choqués. On ne sait même pas quoi dire. C'est incompréhensible. C'est vraiment mal. Je suis allé parier sur le foot. Je pariais. Encore plus grande, la stupéfaction des parieurs qui se disent grugés. Donc quand j'ai dépensé mon argent pour parier, comme ça, et tous ces arbitres reçoivent des pots de vin, ils reçoivent mon argent, l'argent que je donne pour parier. Pour certains, des personnes comme le journaliste Anna sont les bienvenus dans le système qui a besoin d'être assaini. Donc nous avons besoin de beaucoup de personnes comme cet homme. Quand on voit ce qu'il fait pour apporter toutes ces preuves, moi, en tant que simple citoyen, je serais heureux. Donc, on a besoin de beaucoup d'Anas dans notre système. Il aurait fallu à peine 3 jours au documentaire Number 12, réalisé par le journaliste d'investigation Anas, pour faire tomber la tête du patron du football ghanéen et ébranler la planète du ballon rond africain. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Suivez-nous en semaine à partir de 8h pour le bulletin, 10h30 et 15h le flash et 17h30 la grande édition d'information qui est rediffusée à 21h30. Bonne suite des programmes sur A12 Télévision, la chaîne d'ici et d'ailleurs.